Troubles du comportement alimentaire, chimiothérapie, accidents, rééducation, il est parfois surprenant de découvrir tout ce que notre enveloppe corporelle est capable d'endurer et de supporter grâce à notre mental. Il est tout aussi difficile de comprendre pour quelles raisons nous mettons notre corps à l'épreuve. Le dépassement de soi est tout à la fois un tour de force de l'esprit et une contrainte physique. Et parfois, pendant ce cheminement, on a besoin d'aide. Myriam ne courait qu'après le bus avant d'être prise d'une drôle de lubie qui l'a forcée à aller chercher des ressources au plus profond d'elle. Vous écoutez Transfert épisode 207, un témoignage recueilli par Astrid Verdun. Quand je suis, enfant, mon rapport au sport, c'est pas vraiment, d'être la meilleure, la plus performante, de me challenger, c'est plutôt un plaisir, en fait. Donc je fais, de la gymnastique de l'âge de 4 ans à 8 ans. Ensuite, je fais du karaté et puis ensuite, c'est surtout au collège, lycée, je fais le sport, qui est intégré dans le cursus, scolaire. Mon rapport à la course à pied, enfant, est pas vraiment un vrai rapport puisqu'il est, inexistant. Par contre, en primaire et au collège, on avait, les crosses. J'apprécie pas forcément la course en elle-même, c'est-à-dire, voilà, le fait d'arriver dans les premiers, mais je le fais. Je me dis qu'en courant plus vite, je finirai plus vite et que je passerai à autre chose et donc c'est ce que je fais, pendant plusieurs années et c'est ce qui me permet de découvrir d'une manière, indirecte la course à pied et puis ça reste un petit peu au repos. Les années, collège, lycée, le sport fait pas vraiment, partie de ma vie. Et puis, arrivée à la fac, je cours plutôt après le bus, le tram ou le métro et c'est vraiment après, mes études et quand je rentre dans le monde du travail que, je redécouvre le sport de manière générale et en particulier la course à pied. Un été, j'ai pris quelques kilos et je me suis dit que la course à pied pourrait être un moyen de perdre, du poids rapidement et puis de finalement ensuite reprendre le cours, de la vie et donc c'est un petit peu comme ça que je m'y suis mise à la course à pied et dans l'équipe dans laquelle je travaille, beaucoup de personnes font de la course à pied et en parlent, beaucoup, dans des temps informels, lors des pauses, café et j'observe que, tout le monde a vraiment un attrait pour ce sport, que, ça procure beaucoup de plaisir, qu'il y a beaucoup de performances, également, des courses, des challenges et je trouve ça de plus en plus, intéressant. Je me lance timidement, et comme une débutante dans la course à pied et donc je commence par faire 5 kilomètres, en entraînement. Je me rends compte que je trouve pas cette notion de plaisir dont tout le monde parle, que j'ai pas spécialement une grande motivation à aller courir le dimanche, mais je continue de le faire par mimétisme, et juste pour pouvoir dire aux autres: «Moi aussi, je cours le dimanche». Très vite, je comprends qu'il faut se fixer, des objectifs et c'est là que je choisis de m'inscrire à la première course, que je fais. Donc je m'inscris pour une course de 5 kilomètres, dans la petite ville où je vis et en fait, pour cette course, je cumule toutes les erreurs de débutant, à savoir, je cours avec des chaussures neuves, je me mets vraiment, en tête de file, et alors que c'est plutôt les athlètes qui se mettent en tête de file, lors des courses. Ce que je fais, également, c'est que, dès le top départ, j'accélère et c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire. Donc au bout de 200 mètres, je suis en grande difficulté, j'ai du mal à respirer et la course est vraiment une souffrance. À la fin de cette course, je suis, très déçue. Je me dis que, toutes ces, heures d'entraînement n'ont pas forcément été, très efficaces et je me dis que là, il faut vraiment, faire les choses, sérieusement bien, donc je me rachète, une paire de baskets beaucoup plus adaptées, je suis des programmes d'entraînement et puis, je m'inscris 1 an plus tard à la même course et la sensation est pas du tout la même. La course, se passe beaucoup mieux et je fais un temps qui est plutôt, correct et donc progressivement, je commence à prendre goût, à la course à pied, mais surtout à toutes ces courses, en fait, sur lesquelles on peut s'inscrire. Avoir un objectif à atteindre, se challenger, se dépasser et c'est, comme ça que vient, l'attrait pour la course à pied. Progressivement, je continue de courir, au départ seule, puis ensuite avec, mes collègues et ça permet aussi de tisser un lien entre les collègues puisque c'est des temps, informels et puis on apprend à se découvrir, à se connaître, à partager, des passions, communes
Et progressivement, on constitue un petit groupe de course à pied et on court assez, régulièrement, ensemble. Un jour, au travail, on est sur une discussion de course à pied, de course, et dans différents endroits et je lance au départ, sur le ton de la rigolade, est-ce que, on se lancerait pas dans un semi-marathon et pourquoi pas le faire ailleurs? Donc on regarde un petit peu et puis on se dit: «Bah, tiens, en janvier, il y a un semi-marathon à Marrakech, on devrait le faire». Et donc on décide de partir en groupe, en voyage à Marrakech. On en profite pour visiter la ville et on se lance dans cette première aventure, qui est, le semi-marathon puisque c'était une grande première pour, la plupart d'entre nous. Donc cette course, au départ, c'est un petit peu de stress puisque c'est la première fois que je réalise une distance aussi, grande, 21,9 kilomètres. En entraînement, je n'avais pas spécialement, expérimenté cette distance, donc on se pose toujours la question: «Est-ce que je suis capable de finir la course?» La course commence, il y a beaucoup de bruit, il y a des gens qui nous encouragent, il y a de la musique, il y a, du soleil. C'est, très agréable les premiers kilomètres, que l'on fait dans la nouvelle ville, le quartier, nouveau de Marrakech. Et puis j'ai un souvenir, particulier du 10e ou 11e kilomètre où on est, donc dans le quartier nouveau. On aperçoit au loin la vieille ville et au troisième plan, on a les montagnes de l'Atlas et c'est vraiment un paysage qui est assez, magique et qui reste en mémoire, pendant très longtemps, je pense. Et à ce moment-là précis, je me suis dit, «Waouh, je suis en train de parcourir une distance, incroyable pour moi, dans un cadre, magnifique». Donc la course, continue, il y a des passages un petit peu difficiles, mais globalement, elle se passe, très bien. La ligne d'arrivée, c'est un moment assez, particulier parce qu'en fait, on entend le bruit, autour de nous, on voit l'arche d'arrivée comme un objectif. On le voit se rapprocher de plus en plus, de nous et quand on passe, cette ligne d'arrivée, c'est un peu, un moment, assez difficile à décrire, sur le plan de l'émotion. Mais en fait, on a l'impression d'avoir, une chute d'hormones qui nous traverse le corps, un soulagement, un apaisement, un peu de fatigue quand même, des courbatures, mais beaucoup de joie. La preuve est telle que, en terminant les courses, je dis à mes amis en rigolant, mais quand même un peu sérieusement: «Finalement, je suis pas si fatiguée que ça, j'aurais pu faire le double». Et c'est un peu comme ça que l'idée du marathon a commencé à émerger dans mon esprit. L'idée du marathon, je pense qu'elle sommeillait en moi depuis, très longtemps, mais j'ai jamais vraiment osé l'exprimer. Donc j'en parle à mes amis et on s'accorde donc à le faire, l'année de nos 30 ans, en 2020. Et une de mes amies nous dit, «Moi en 2020, ce ne sera pas possible pour d'autres projets» et donc elle propose en 2019. Sauf que 2019, c'est un an après, le semi-marathon, de Marrakech. Le délai me paraît un peu court. Et je suis pas forcément partante, pour le faire en 2019. On insiste très lourdement auprès de moi, pour, m'inscrire quand même et finalement je me laisse, tenter, par, cette inscription, au semi-marathon de Paris, en 2019. Une fois que le dossard est acheté, je ressens un gros coup de stress en me disant: «Quand même un marathon, c'est 42 kilomètres, je reste, une, coureuse du dimanche». C'est peut-être un projet, très ambitieux. Le temps de la préparation de ce projet, est pas extensible donc il faut vraiment se sentir, prêt physiquement et mentalement pour le faire. Donc je suis quand même traversée par, beaucoup de doutes et beaucoup de questionnements et en fait, je prends vraiment, très au sérieux cette préparation, peut-être un peu trop, mais je change radicalement, de mode de vie, de rythme de vie et en fait, tout est rythmé par la préparation du marathon. Parallèlement, dans le cadre de mon travail, je passe un diplôme, universitaire, en plus des heures de travail et je rajoute la préparation, marathon. C'est un peu ambitieux, mais ça ne me fait pas si peur et me voilà partie dans cette, préparation, très stricte. Je suis un programme que j'ai trouvé, sur un site et en fait, idéalement, ce qui est proposé sur, ce site, c'est, de faire une préparation en 9 semaines de manière à être prêt, le jour de la course. Je
m'entraîne avec, 3 de mes amis qui préparent, la course. On crée un petit groupe, WhatsApp pour, se coacher, pour s'encourager et puis, pour se motiver aussi, et également pour, courir, ensemble. Et un jour, on fait un entraînement de 20 kilomètres, il me semble, et je sens à la fin de l'entraînement que je commence à avoir, des douleurs. Je me dis au départ que c'est lié au fait que, voilà, on a couru 20 kilomètres, que ça va passer, mais je me rends compte quand même quelques jours après que la douleur est toujours présente. Et puis, surtout, je commence à boiter et puis je pense que, je fais un déni, de blessure et donc je refuse d'accepter, cette douleur. Au bout d'une semaine, lorsque je me réentraîne, je fais 4 kilomètres et là, je n'arrive plus à courir. Donc c'est le moment où je me dis que peut-être il faut aller consulter, un médecin et voir un petit peu si, je ne me suis pas blessée. Je décide d'aller consulter, d'abord mon médecin traitant qui me prescrit, une radio et une IRM. Je me rends donc, dans le cabinet de radio. Le radiologue me fait, la radio et très rapidement me dit, «C'est très probablement, une périostite ou une fracture, de fatigue». Assez rapidement, je lui explique que, j'ai un marathon dans quelques semaines et que je ne peux pas, ne pas le faire et donc je m'interroge sur cette blessure et là il me dit, «Ah oui, non, non, le marathon, vous pourrez certainement pas le faire, mais c'est pas grave, hein, vous le ferez l'année prochaine». C'est une première gifle, mais je me dis, «Bon, si ça se trouve, il y connaît rien à la course à pied et en fait, je vais quand même le faire». Donc je décide de consulter, sur les conseils, d'une amie, un médecin spécialisé dans le sport et donc je rencontre, ce médecin avec mes résultats d'examen. Il confirme qu'effectivement, c'est une, périostite tibiale, que le traitement, c'est du repos. Il m'explique aussi que je vais devoir faire une pause dans la course à pied et très vite, j'entends ce qu'il me dit, mais je pense que j'étais, encore dans cette phase de déni et je me projette toujours sur ce marathon en lui disant: «OK, très bien, je veux bien m'arrêter, pendant quelques jours». Et puis, assez vite, je commence à lui poser des questions sur la course en lui disant, «J'ai peur de pas terminer la course». Et en fait, là, il m'arrête net et il me dit: «En fait, votre objectif, ce n'est pas de terminer la course, votre objectif, c'est d'être sur la ligne de départ». Et cette phrase, c'est un peu la douche froide pour moi puisque là, je comprends, en fait, que ma présence au marathon est compromise et là, c'est vraiment, un moment, extrêmement difficile parce que je me dis: «Ce médecin qui est spécialisé, en sport, qui en plus, pratique lui-même, la course à pied, il connaît du coup, tout ce domaine et donc si lui me dit que, ça sera pas possible, c'est que peut-être, ça ne va pas être possible». Et donc là, c'est vraiment, super difficile parce que c'est vraiment la première fois que j'envisage de peut-être ne pas être sur la ligne de départ. J'en parle un petit peu, à mes amis donc dans notre groupe, sauf que pour elles, la préparation continue, donc je continue de voir, leurs performances, leurs sorties longues et moi pendant ce temps-là, bah, du coup, je suis, méticuleusement tous les conseils du médecin, donc je m'arrête, il me dit de faire, du vélo, de la natation pour compenser, je le fais alors que je déteste, la natation et moralement, c'est vrai que là, c'est une phase un peu difficile. En plus, on est en plein, mois de février-mars, donc on se rapproche de plus en plus de la course. Et surtout, en fait, on est vraiment dans la phase d'entraînement où on va augmenter, les distances pour ensuite progressivement les baisser avant la course. Donc c'est vraiment là où il faut être le plus performant et c'est, le moment où moi, bah, je ne peux pas courir. Donc c'est très dur. Ce qui m'a reboosté un petit peu, ce sont les séances de kiné. En fait, mon kiné, dès la première séance, il me dit, «Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir aller sur la ligne de départ». Donc je continue mes entraînements en les adaptant, à la blessure et je revois quelques semaines plus tard, le médecin du sport qui me dit: «Bon, les choses se sont améliorées. Maintenant, il faut quand même, s'assurer que vous puissiez, être sur la ligne de départ. Vous allez faire un semi, marathon en entraînement et si vous avez des douleurs, vous ne faites pas le marathon et si vous n'avez pas de douleur, vous pouvez, aller sur la ligne de départ». Donc la veille de cette fameuse, course d'entraînement, je suis extrêmement stressée. Je pense que je dors, très, très peu
Le matin, 7 heures, je suis prête, à aller courir, et en fait, je commence donc, les 2-3 premiers kilomètres, pas de douleur, 5, 10, 15, 20, 21 et là, vraiment, c'est une, immense, satisfaction puisque je me dis, «C'est bon». La veille du marathon, je me sens très stressée, à tel point que, je regarde sur internet le nombre de décès, qu'il y a, pendant les courses dans tous les pays, d'Europe, du monde, et notamment, le nombre de morts, au marathon de Paris. Donc, ça rajoute un peu de stress et puis surtout, je visionne la vidéo du parcours du marathon de Paris et en fait, je trouve que la vidéo est extrêmement longue. Elle dure un peu plus de 4 minutes et je la trouve interminable et c'est vraiment là où je me dis: «En fait, 42 kilomètres quand même, c'est beaucoup». Et puis la veille, vraiment, juste avant d'aller dormir, un vraiment gros nœud dans l'estomac et puis, beaucoup de remises en question en me disant: «Mais est-ce que ce serait pas un peu fou? Est-ce que je vais pas, accentuer ma blessure? Est-ce que, je m'en sens capable? Est-ce que je vais finir la course? Est-ce que je vais m'évanouir? Est-ce que» voilà, beaucoup de questionnements. Le jour J, le matin, en me réveillant, je reçois un SMS de l'organisation du marathon, qui envoie un message à tous les coureurs en disant, «Ça y est, c'est le jour J, le 14 avril 2019, vous allez courir le marathon de Paris». Je me souviens plus exactement du contenu, exact du message, mais c'était, un message très encourageant et en fait, le stress de la veille, le nœud dans l'estomac, enfin tout ça commence, progressivement à s'effacer et je me sens plutôt bien. On arrive sur la ligne, du départ et des amis étaient venus, m'encourager, je reçois des SMS, des messages, des appels de tout le monde qui m'encourage. Il y a, énormément, de monde en fait. Visualiser, les, plus de 50 000 coureurs, dans la réalité, c'est, hyper impressionnant. D'autant plus que les départs se font par sas, donc on ne voit pas vraiment tout le monde, mais on a vraiment cette impression de se dire que, tout Paris, est en train de courir, ce jour-là. Donc c'est une ambiance qui est plutôt, agréable et qui permet de faire, diminuer le stress, ambiant qui nous habite et donc la course commence plutôt sur, quelque chose d'assez, positif. Dès que le top départ est lancé, ça y est, là, je me dis, «Je suis en train de courir, le tout premier marathon, de ma vie» et je me sens très bien. Je reste quand même un peu stressée par cette blessure. Je la garde en fait dans le coin de ma tête. Je me dis qu'à tout moment, je peux ressentir des douleurs, mais que pour l'instant, je profite, du fait que tout se passe bien, que je n'ai pas mal et donc on est, à 4, on court les 10 premiers, kilomètres ensemble. C'est assez magique comme ambiance et puis je trouve aussi que c'est, une manière de découvrir la ville de Paris, assez originale. Donc je me souviens qu'on passe, place Vendôme, et puis, dans les différents, monuments. On commence progressivement à se séparer entre le 10 et le 12e, kilomètre. On n'avait pas forcément toujours, la même allure et on s'était dit que, chacune faisait sa course et que si on courait ensemble, ce serait, très bien et si on court pas ensemble, c'est très bien aussi, On voulait ni se ralentir, ni, devoir, accélérer ou attendre, l'une ou l'autre. À partir du 12e kilomètre, je continue la course, toute seule. Je me sens très bien. Je profite, on est dans le bois de Vincennes. Il y a toujours, beaucoup de monde, des fanfares, des gens qui nous encouragent. On passe le 25e, kilomètre et là, je me sens toujours très bien. Je continue donc, d'accélérer. J'essaye de pas trop regarder ma montre, pour pas forcément, me freiner en me disant: «Je cours pas assez vite» ou «Je dois ralentir». Je me dis que je cours vraiment à la sensation. La course, continue, je profite un petit peu, voilà, du paysage, qui m'entoure. On passe devant, Notre-Dame, je termine, le bois de Vincennes et puis, il y a ce fameux mur, des 30 kilomètres dont tout le monde parle. Je m'étais beaucoup documentée sur, ce fameux mur en me disant: «Mais comment on peut l'éviter, le contourner? Comment on peut faire en sorte de moins ressentir, les douleurs à ce moment-là? Comment se préparer?» Je passe ce mur qui était aussi, matérialisé par un mur, en carton, au moment du passage des, 30 kilomètres et en fait, je me sens très bien encore.
Donc je me dis: «Bah, super, j'ai passé le mur, ça va». Bon, je reste quand même consciente que ce mur peut arriver, un peu plus tard ou un peu plus tôt, donc je me dis que ça risque d'arriver. C'est vrai que progressivement, là, je commence à sentir que, le corps se manifeste un petit peu, des tiraillements dans les muscles des bras, des jambes et puis je sens aussi que, même sans regarder ma montre, je sens que je ralentis. Donc là, ça commence à devenir un petit peu, plus difficile. Je sens que je suis moins détendue, je sens que, je prends un petit peu moins de plaisir à ce moment-là, à courir et surtout, en fait, je profite vraiment plus du paysage. Je suis plus trop capable de dire, où est-ce qu'on se trouve. Je regarde pas, vraiment autour de moi. J'essaye de vraiment rester concentrée sur autre chose que sur les tensions musculaires et je pense que je manifeste un petit peu, mon mécontentement, oralement et je pense qu'autour de moi, on a peut-être, dû, m'entendre un petit peu et puis, progressivement, les coureurs qui ont plus ou moins la même allure se suivent plus ou moins donc on est un petit groupe à, se suivre, à se dépasser, et ralentir et je vois qu'une personne m'interpelle en me demandant si ça va. Je réponds que oui, mais le corps répond que non et on voit très bien qu'à ce moment-là, ça va pas trop et donc cette personne, engage la conversation, avec moi en me demandant, tout d'abord, si c'est mon premier marathon. Je lui dis, que oui, que je suis, un peu stressée, que je commence à avoir, des douleurs, que ça devient difficile. Je lui raconte également ma blessure et puis, cette personne me dit que c'est son deuxième marathon. Elle me raconte aussi que, lors de son premier marathon, elle avait croisé un coureur qui, avait discuté un petit peu avec elle durant la course pour, l'encourager, la booster et que ça l'avait vraiment aidée à terminer la course. Elle me dit: «En fait, je me sentais un peu redevable de faire ça et je suis contente de rencontrer quelqu'un aujourd'hui, qui court son premier marathon parce que peut-être que ça pourrait, vous aider». On discute un petit peu, de tout et de rien. C'est un peu une manière d'oublier, la douleur, la course et quelque part de, parler d'autre chose. Parfois, je sens que c'est de plus en plus difficile au niveau des jambes et je sens aussi que je n'ai pas très envie de parler et donc il y a quelques moments de silence. Je sens que cette personne me relance à chaque fois pour que je continue de discuter. Elle me parle de la météo, elle me parle du bois de Boulogne, elle me parle de plein de choses pour que je continue de parler et pour que je reste concentrée sur autre chose, que sur ma douleur. La course, continue, ça devient quand même de plus en plus difficile et mes conversations se ponctuent, par des, «Il se termine quand le bois de Boulogne?» et je lui demande souvent le nombre de kilomètres restants et elle me relance à chaque fois sur autre chose. Je me souviens aussi à un moment donné que, j'ai de plus en plus de mal à aller au ravitaillement et en fait, elle me rapporte de l'eau, des fruits secs et je trouve que c'est, très bienveillant et très sympa de sa part et ça me booste à ce moment précis, de la course. Et puis lorsque je ralentis, je me dis à chaque fois: «Ne ralentis pas parce que tu vas aussi la ralentir». Donc quelque part, ça m'aide à tenir tout au long de la course et puis ça met la douleur au second plan. Je me sens reboostée lorsque, ce fameux, bois de Boulogne se termine, d'autant plus que des copines m'attendaient, au 38e kilomètre et à ce moment-là, je comprends que je vais pouvoir terminer ce marathon. Je sens que je suis capable de le terminer et j'ai vraiment un regain d'énergie qui est, assez, incroyable parce que la douleur commence à, un petit peu à s'atténuer. Donc elle reste, présente malgré tout, mais un peu plus atténuée et puis surtout, je sais que l'arrivée est toute proche et que surtout le plus long est derrière moi. Donc on continue sur ces derniers kilomètres qui certes sont éprouvants, mais qui me boostent, qui me portent et puis, il y a la foule, aux alentours, le bruit, la musique et les kilomètres qui défilent et puis progressivement, j'aperçois l'arche d'arrivée et là, je sens que, l'émotion commence à me gagner et à traverser, le corps. Je sens que, les muscles se relâchent et surtout, je sens que je vais, bientôt franchir cette, ligne d'arrivée. C'est un moment très intense, très fort et je dirais presque indescriptible parce que c'est difficile de traduire cette émotion,
hyper intense, parce que c'est à la fois des tensions dans les muscles, mais en même temps les muscles, se relâchent et c'est surtout beaucoup de bonheur et beaucoup d'émotions. Je continue donc, la course à 40e kilomètre et là je me dis: «Ça y est, c'est quasiment terminé, 41». Et puis, il y a, cette fameuse, dernière ligne droite, ce moment où on voit, cette arche s'approcher, de plus en plus. Cette personne me dit, «Ça y est, c'est ton moment, vas-y». Et en fait, elle s'est un petit peu plus éloignée, de moi pour me laisser franchir, cette arche, toute seule. Parce qu'il faut savoir que, il y a, des photographes qui nous attendent, à l'arrivée et je pense qu'elle voulait que je traverse cette arche, toute seule et j'ai trouvé ça, vraiment, très, gentil de sa part. Dès que j'ai franchi la ligne d'arrivée, je me suis retournée pour la remercier et en fait, elle n'était plus là et il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de coureurs, qui arrivaient, en même temps. La course est terminée et là, on est vraiment, envahis, par, l'émotion et c'est un moment de bonheur qui est vraiment, intense et immense et je souhaite vraiment à tout le monde de vivre ça, un jour, dans sa vie. Et je garde en tête que je veux vraiment remercier, cette personne. Au départ, je me dis que voilà, ça va être assez facile de la retrouver, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a quand même beaucoup de facilité, pour, retrouver, des personnes. Sauf qu'en fait, j'avais, ni son nom ni son prénom et que, toute la conversation qu'on a pu avoir, finalement, je me souviens de pas grand-chose. Je sais juste que cette personne vit à Londres et tout le reste, en fait, je l'ai oublié. Je commence, d'abord par me dire qu'en achetant le journal le lendemain, j'allais avoir, le nom de tous les coureurs et que, on n'avait pas spécialement, beaucoup de temps d'écart sur notre temps d'arrivée. Je me dis donc que j'aurais pas de grandes difficultés à la retrouver. J'achète le journal du lendemain et je me rends compte que, les coureurs sont classés par ordre alphabétique. Donc là, je ne peux pas chercher sur une liste de 55 000 personnes, une personne qui a potentiellement, le même temps, que moi. Donc je me dis qu'il faut trouver un autre moyen, de la retrouver. Avec le numéro de dossard, on a la possibilité de retrouver donc, son temps, sur, le site, du marathon, de Paris. Et donc, je me souviens en fait qu'il y a des photographes durant toute la course et que les photographes, qui nous prennent en photo nous repèrent grâce au numéro de dossard. Donc je me dis, qu'en achetant les photos, de l'organisateur, peut-être que je pourrais trouver le numéro de dossard de la personne et après, donc pouvoir la contacter. J'achète donc les photos du marathon, ce qui permet également, d'avoir un souvenir, immortalisé de ce grand moment. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte que pendant la course, mon dossard s'était plié et donc les photographes n'avaient pas pu prendre énormément de photos puisque, un des numéros n'apparaissait pas sur, je pense, leur détecteur et donc j'avais 4 photos et sur l'une des 4, on aperçoit le numéro de dossard, de cette personne, sauf qu'elle avait une bouteille d'eau dans les mains et que cette bouteille d'eau masquait, les 2 derniers chiffres. Et donc, me voilà lancée dans une recherche, presque policière, du numéro de dossard en essayant toutes les combinaisons possibles et en me disant que cette personne avait à peu près tel âge et que ça pouvait coller avec telle date de naissance. Enfin, c'était quand même, ça m'a pris quand même, quelques jours et finalement, je finis par trouver le nom, le prénom et je me lance dans une recherche sur les réseaux sociaux et je ne trouve rien. Et donc je me dis, «Bon, bah, je vais, faire au plus simple et je vais envoyer un mail à l'organisateur du marathon en expliquant que, voilà, je voudrais juste, remercier, cette personne, qui m'a, aidée à finir la course». Donc je contacte et on me répond, assez rapidement en me disant, que, ce n'est pas possible pour la protection des données de communiquer, l'adresse mail ou le numéro de téléphone, de la personne. Mais par contre, que si je souhaitais laisser un message, qu'il était possible, que ce message, lui serait transmis. J'ai donc, laissé un message, à cette personne en lui disant, merci, en lui disant également que, à mon tour, j'aimerais bien pouvoir, accompagner quelqu'un qui va faire son premier marathon et qui peut-être, à un moment donné, traversera une phase un petit peu difficile et que, je pourrais aussi, l'accompagner et l'aider à finir, son marathon. Quelques jours plus tard, je reçois un message,
l'organisateur du marathon en me disant, voilà, la personne a répondu et voici le message et cette personne était vraiment, très touchée, à la fois par le message, mais surtout par, toute, l'investigation pour la retrouver et elle s'est dit: «Mais vous êtes vraiment donné beaucoup de mal pour me retrouver» et quelque part, c'est vraiment ce qui l'a touchée et donc du coup, elle me remercie et elle me dit, «Bon alors, on se revoit l'année prochaine, pour, le marathon, 2020». Bon, évidemment, en 2020, tout le monde sait, qu'il n'y a pas eu de marathon et en fait, en ayant vécu l'année 2020, je me suis dit finalement, l'avoir fait en 2019, alors qu'au départ j'envisageais de faire le marathon en 2020 pour, mes 30 ans. Je me suis dit que ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre, Être marathonienne, c'était un rêve parce que c'était quelque chose qui me paraissait, complètement inaccessible. Une fois qu'on a, franchi cette ligne d'arrivée, en fait, on se dit finalement, c'est possible. Moi, ce qui m'a véritablement marquée dans toute cette aventure, marathon, c'est que j'ai trouvé que ça restait quelque chose, d'accessible. Alors évidemment, il faut quand même, se préparer, il faut quand même, voilà, s'entraîner, être prêt, physiquement, mentalement, mais ça restait accessible. Quand, je me documentais sur, la préparation, de marathon, en fait, j'avais toujours des parcours inspirants, mais pas forcément des parcours, de monsieur et madame tout le monde et en fait, aujourd'hui, quand les gens, me parlent du marathon et notamment des personnes qui n'en ont jamais fait, je suis assez contente de dire, bah, voilà, moi, je suis un peu comme madame tout le monde, la coureuse du dimanche, très, très amatrice et plutôt moyenne, en fait et qu'on peut avoir un niveau, très basique et réussir un objectif, aussi grand et je trouve que, on met beaucoup en avant des parcours, assez incroyables de personnes qui ont des performances, de dingue, mais on parle pas assez des gens qui ont 10 sur 20 toute leur vie et qui, finalement, sont dans la moyenne et peuvent quand même réussir, un objectif pareil donc je me dis que c'est quelque chose qui peut être à la portée, de tous. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 207, un témoignage recueilli par Astrid Verdun. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. Montage, Jules Benveniste et Victor Benamou. Musique, Arnaud Denzler. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.